Salut, bienvenue sur Dondo, le podcast qui vous connecte avec les personnalités qui vous inspirent au quotidien. Aujourd'hui, notre invité, il a d'abord fait ses preuves dans les chiffres en tant qu'expert comptable, puis, de par ses choix, il a marqué l'histoire dans son engagement politique en tant qu'élu d'abord, puis ministre, ensuite le plus jeune Premier ministre de la République du Mali en 2014. Il continue aujourd'hui à porter avec ambition sa vision pour le Mali. Découvrons ensemble le parcours de Moussa Mara. Bonjour Moussa. Bonjour. Bienvenue sur l'émission d'Anjo. Merci. Est-ce que tu peux te présenter pour celles de ceux qui ne te connaissent pas et qui vont te redécouvrir une énième fois? Bien, c'est gentil LP Media pour cette invitation à cette émission d'Anjo. Comme tu l'as dit, moi c'est Moussa Mara, j'ai 50 ans, je suis expert comptable de profession. Je suis impliqué sur le plan politique et public, d'abord au niveau local. J'insiste toujours sur ce côté-ci, le niveau local, parce que pour moi, il n'y a pas d'ambition publique, politique, sans ancrage local. D'accord. Je suis impliqué au niveau local. On va venir sur ce point. Voilà, niveau association et ensuite niveau politique. Et je suis expert comptable sur le plan professionnel, comme tu le dis. Et je suis aussi enseignant à mes heures perdues. D'accord. Aussi bien à l'extérieur du Mali qu'à l'intérieur du Mali. Je suis promoteur d'école, je suis associé dans une école, et parce que je suis persuadé que la formation de nos enfants est aussi importante pour l'avenir de notre pays que tout ce que nous faisons dans le cadre de l'engagement public et politique. Et comme aussi tu l'as dit, je suis un ancien président de parti politique. Je suis le candidat de mon parti à la prochaine élection présidentielle dont on ne connaît pas encore la date. Ah, c'est officiel? Je suis candidat investi, mais on ne connaît pas la date. D'accord. Donc, okay. Ça viendra. On espère que ça viendra un jour, Inch'Allah. D'accord. Et voilà, quoi. Et je crois que c'est l'essentiel dans la présentation. Ok, mais ça en fait un peu beaucoup. Comment tu arrives à gérer tout ça? Comment j'arrive à gérer, c'est une bonne question. Je crois qu'il y a d'abord la passion. En fait, moi, je suis un passionné pour aider les autres. Même mon engagement politique, c'est d'abord pour aider. Parce que pour moi, la politique, c'est le moyen le plus efficace d'aider le plus grand nombre de personnes en même temps. Moi, individu, Moussa Mara, j'aide, je le fais tout le temps. Mais moi, Moussa Mara, maire, j'aide beaucoup plus que ce que je pourrais faire en tant qu'expert comptable individu. Moi, ministre, je pourrais faire plus. Moi, président, je pourrais faire plus. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans la politique. Et je le fais avec passion parce que les enjeux sont importants. Nous sommes dans un contexte où le Mali est dans une situation difficile. Les gens sont dans des situations difficiles. Et donc, le fait de penser continuellement aux autres, ça fait que j'oublie la fatigue, j'oublie les difficultés qui peuvent m'assaillir et je peux faire plusieurs choses en même temps. Mais il y a aussi de l'organisation. C'est pas seulement la passion, il faut de l'organisation. J'organise mon emploi du temps de telle sorte que je puisse faire plusieurs choses en même temps. Et je suis assez millimétré dans l'organisation. Je suis assez rigoureux aussi dans l'organisation. Le dernier élément, c'est la capacité de travail. Et ça, la capacité de travail, je le tiens depuis mes années d'école, notamment ici en France où j'avais des cours de 8h à 18h tous les jours du lundi au samedi. Et le dimanche, j'allais à la bibliothèque de 8h à minuit. Et donc, ça fait que tous les jours, je travaille. Tous les jours, je suis au bureau à 6h, 7h du matin, y compris le dimanche. Et donc, la grande capacité de travail aussi, ça permet de faire face à cette charge importante d'exigence privée et publique. D'accord. C'est ma deuxième fois de recevoir un politicien sur ce plateau. Ah bon? Et le but de Django, c'est vraiment... Et la première fois, c'était qui? C'était Lamine Camara, il est élu dans la ville de Grigny. Ah, j'étais avec lui hier. Il était avec lui hier. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné par son engagement local. Exactement. À Grigny, sa disponibilité. Ouais. Je le salue d'ailleurs. D'accord. Donc, le but de ce podcast, c'est de vraiment ressortir le parcours pour vraiment enseigner, inspirer la jeunesse. Donc, du coup, on va revenir à la base, au début. Donc, on m'a dit que tu étais un élève studieux et très intelligent. Tu me diras si c'est vrai ou... Oui, mais paresseux. Paresseux jusqu'à ce que j'arrive en France. Ok. Voilà. Parce que quand je suis arrivé en France, si je continuais à être paresseux, je n'allais pas réussir. D'accord. Donc, mais qu'est-ce que tu retiens de ton passage scolaire au niveau primaire, fondamental jusqu'au lycée?
Ça, c'est pas des questions qu'on me pose souvent. Hein? Exactement. C'est pourquoi les John Ce que je retiens, en fait, du primaire, moi, mes parents m'ont mis à l'école très tôt. J'avais 4 ans. D'accord. Et donc, du coup, j'ai fait la première année 2 fois. Parce que on m'a mis à 4 ans à l'école, c'était en 79. Okay. Et c'était l'année où il y avait les grandes grèves, les problèmes. Vous avez tous entendu parler de Cabral, Ouais. de l'UNEM. Vous n'étiez pas né, vous, puisque moi, j'avais 4 ans. D'accord. Et donc, ce que je me rappelle, c'est que moi, j'étais en classe. Il y avait les cailloux qui entraient dans la classe. Tous les enfants partaient. Mais comme j'étais trop petit, je restais en classe. Et il fallait que ma tante vienne me prendre et puis m'amener. Bon, je ne pouvais pas sortir. J'étais en première année. Ça, je me rappelle de ça. Après, j'ai fait la deuxième fois, la première année, c'était en 80. Et c'était à l'annexe IPEC, en face de Libertéa de Bamako. D'accord. Et j'ai continué. Bon, de cette période-là, de 80 à 89, ma période d'école fondamentale me rappelle la compétition que j'avais avec mes copains pour être premier, deuxième, tout ça. D'accord. Et ça, c'est une compétition saine. Il y a beaucoup de ces copains, d'ailleurs, j'ai des rapports avec eux encore aujourd'hui, on a travaillé ensemble, ainsi de suite. Ça, c'est cette période-là. C'est la période où vraiment on ne veut pas être deuxième, il faut qu'on soit premier, et si on n'est pas premier, on n'est pas content, on se bat. Exactement. Ça, je me rappelle bien de ça. Moi, je me rappelle avoir caché mon bulletin dans ma... Non, moi, mon sac. moi, je ne cachais pas, parce que j'étais toujours premier, deuxième, troisième. Bon, ok. Après, je suis arrivé au lycée. Le lycée, c'est l'adolescence. On change de monde. On se prend pour un homme. Et on commence à fréquenter les filles en plus. Okay. Et donc, moi, c'est la période où j'ai eu les moins bonnes notes de tout mon parcours scolaire. Mais j'ai commencé, je me rappelle, mon premier trimestre au lycée, j'ai été premier. Mais après ça, je n'ai plus jamais été premier pendant tous les 3 ans du lycée. Et bon, donc c'est la période de la découverte d'autres choses, de l'adolescence, de la découverte du monde et de la découverte de l'histoire. Mais de l'histoire avec un grand H. Je me rappelle qu'en 91, on a commencé les sorties, l'AEM, les gens sortaient. Tu étais membre ou tu étais... Jamais. Je n'ai jamais été ni membre de l'AEM, ni je n'ai jamais marché. Donc quand ils se faisaient sortir les gens, moi j'allais à la bibliothèque. Okay. Et j'allais à la bibliothèque pas pour regarder les livres de maths, physique, chimie, parce que j'étais en maths, physique, chimie en 11e et en terminale. J'ai fait un bac scientifique. D'accord. Mais j'allais à la bibliothèque pour suivre les livres d'histoire. Il y avait un gros livre comme ça sur l'histoire du XXe siècle. Donc, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les grands hommes, Churchill, De Gaulle, Eisenhower. Je pense qu'une partie de ma vocation politique vient de là. Okay. J'ai découvert un peu l'importance des hommes dans l'histoire de l'humanité. Et ça m'a tellement passionné que même quand les élèves ne sortaient pas, je séchais les cours pour aller lire le livre là, dans la bibliothèque. Donc ça, c'est une particularité importante. Je l'ai déjà écrit, je l'ai dit plusieurs fois. Mais les sorties, les marches, les grèves, ça ne m'a jamais intéressé. Les gens, ils sortaient, moi j'allais à la bibliothèque. D'accord. Et donc j'ai fait les 3 années comme ça au lycée, 90, 91 et 92. Et 92, j'ai fait le bac. Et beaucoup de personnes ne le savent pas, mais moi j'ai eu le bac avec mention passable. Parce qu'au lycée, vraiment, je ne travaillais pas bien. Il faut le souligner. Et il faut le souligner parce que pour les gens, je suis brillant et autres, donc j'ai eu le bac avec mention passable. D'accord. Après, comme j'ai dit, j'ai commencé à travailler vraiment quand je suis venu ici en France. Parce que si je ne travaillais pas, c'était fini, quoi. Donc là, c'est plutôt l'ego, l'orgueil, la fierté. Parce que je suis venu en France pour faire des études. Et mes premières notes étaient de 3 sur 20, de 4 sur 20. Et je me disais, ah tiens, ça va. C'est compliqué. Est-ce que papa, il savait? Une fois, il y a même ma mère qui m'a dit, hey, ce n'est pas encore trop tard. Ça fait que 3 mois. Il faut rentrer au pays. J'ai dit, ah non, je ne vais pas venir. En France, j'ai ensuite rentré au pays. Je vois les blancs là qui ont 12, 15 là. Ils ont une tête comme moi. Ils ont 2 bras comme moi. Ils ont 2 jambes comme moi. Je ne vois rien d'extraordinaire. S'ils peuvent réussir, moi aussi je peux réussir. D'accord. Donc ce que j'ai fait, parce qu'en plus c'était nouveau, parce que je venais pour faire un BTS de comptabilité. Alors que moi j'avais fait un bac scientifique, donc je n'avais jamais vu de comptabilité de ma vie au lycée.
J'ai vu qu'il y avait un jeune Togolais dans la classe. Il était très bon. Parce que lui, il avait fait le bac G2. Il avait fait bac de comptabilité. Donc, lycée technique. Il était très bon. J'ai dit, bon, ok. C'est là que je veux m'approcher. Puis je lui ai dit, ok, maintenant on fait un deal. Toi, je te paye tous les jours le déjeuner. Et toi, tu m'expliques c'est quoi cette affaire de comptabilité. Juste la logique. Si je comprends la logique. Parce que l'avantage des maths, c'est ça. Ouais. Si on est bon en maths, quand on comprend la logique des choses, c'est simple. Donc, on a fait le deal avec le Togolais. Je lui paye tous les jours le déjeuner. Et à la fin, on avait cours de 8h à 18h. Donc, de 18h à 20h, 21h, 22h, tous les jours, il m'expliquait. Montrait, voilà, c'est ça, le débit, le crédit, blablabla, blablabla. Au bout de 3 mois, c'est moi qui lui donnais les cours de comptabilité. Okay. J'ai compris le système et puis bon, après, c'est allé. Donc, ça fait que le premier trimestre, quand je suis venu, le premier trimestre, je suis arrivé à avoir à peu près 10 de moyenne. Parce que là, avec mes 3 et les 4 du début, là. Tu t'es débrouillé à avoir. C'était compliqué. Je me suis débrouillé à avoir 10. Après le deuxième trimestre, j'étais le deuxième de la classe. Ok. Ben, félicitations. Et le troisième trimestre, premier jusqu'à ce que je quitte la France. Je n'ai jamais été deuxième en France. D'accord. Et ça, c'est en France, c'est pas au Mali. Hein. Parce que quand on comprend le système et puis après qu'on crée, on intègre le fait qu'il faut travailler, là, en ce moment, ça roule. D'accord. Donc, voilà un peu comment les choses se sont passées. Ok. Donc, en ça, 97, tu deviens expert comptable à l'âge de 25 ans, si je me trompe. 97, je deviens expert comptable stagiaire à 22 ans. Ok, d'accord. Et je suis diplômé en 2000 à 25 ans. En 2000 à 25 ans, ok, d'accord. Donc, suite à ça, il y a eu pas mal de choses, mais tu décides de rentrer au pays. Là, nous, on parle du mythe de retour. Toi, qu'est-ce qui a favorisé ton retour au pays? Parce que moi, le jour où je suis arrivé ici en France, le 5 octobre 1992, il était clair comme de l'eau de roche que je n'allais pas rester 1 heure de plus ici après mes études. Qu'est-ce qui a fait cette... Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Ok. Je vais pas... C'est ce que tu t'es dit toi-même. C'est ce que je me suis dit. Personne ne me l'a imposé. J'ai dit, je viens ici pour apprendre des choses que je ne peux pas apprendre au pays. Mais dès que je finis d'apprendre, l'heure qui suit, je rentre au pays. C'est ce qui fait que moi, par exemple, dès que l'année scolaire se terminait, je rentrais au pays. Je préparais les examens et autres au pays, mais je rentrais au pays. Et mon dernier examen, c'était en décembre 96. Je suis rentré en début janvier 97. Je n'ai même pas attendu mes résultats. J'étais sûr que j'allais réussir, mais je n'ai même pas attendu les résultats. Et j'ai commencé à travailler à Bamako le 8 janvier 97. Il n'y a jamais été dans ma tête un doute sur le fait de rester ici. Alors que les experts comptables stagiaires en France, et c'est encore le cas aujourd'hui, avaient un salaire minimum qui est en moyenne 2 à 3 fois le salaire, le SMIC. Et j'avais un ami, un Malien avec lequel j'ai fait les études. Et quand on a fini ensemble, j'ai dit je rentre au pays. Il m'a dit mais toi, tu vas aller rentrer au pays pour aller prendre un salaire de misère, alors qu'ici, nous avons un salaire minimum. À l'époque, c'était le franc français. C'était 12 000 francs français. 12 000 francs français, c'était 1 200 000 CFA. Et moi, mon premier salaire à Bamako, c'était 150 000 CFA. Donc, il a ri de moi, quoi. Allez, au pays. En plus, les 150 000 que tu vas prendre, tu vas partager avec toute la famille. Donc, tu vas rien garder. Alors que moi, ici, je suis tout seul, je vais avoir prendre mes 12 000 et autres. J'ai dit, tu as raison. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous arrive de... Attends, j'arrive. J'ai dit, tu as raison, mais je te fais un défi. Nous sommes experts comptables stagiaires. On se donne rendez-vous en 2000, au moment où on va venir pour faire le diplôme final. Et en ce moment, on va comparer nos salaires. Il m'a dit, pas de problème. Au maximum, tu auras 400 000 francs CFA, mais moi, j'aurai... J'ai dit, on signe. En 2000, quand je suis revenu pour passer le diplôme d'expertise comptable, j'étais déjà payé 1 400 000 francs CFA. Donc, 14 000 francs français. Et lui, il avait quoi? 15 000 francs français. Donc, c'est là où il a commencé à dire, ah, peut-être que Moussa a fait le bon pari. Évidemment, parce que le potentiel de progression au pays n'a rien à voir avec ici. Exactement. N'a absolument rien à voir. Et la qualité des travaux. Moi, je suis allé dans un cabinet qui était déjà le plus grand cabinet du pays, qui est toujours le plus grand cabinet du pays aujourd'hui. En l'occurrence, le cabinet Diarra.
Et le cabinet avait comme client les plus grandes banques du pays, la CMDT et autres. Donc moi, j'ai participé au conseil d'administration de la CMDT et autres. Lui, il tenait les comptabilités des boucheries et des pressings ici. Donc même en qualité de stage, c'est-à-dire pour nos études, ce n'était pas la même chose. D'accord. Donc bon, on a eu tous les deux le diplôme. Lui, il est resté ici parce qu'en plus, ici, le problème, dès que vous mettez le petit doigt dans l'engrenage, c'est fini. Hein. Vous commencez à vous installer, à prendre un crédit pour la voiture, un crédit pour la maison, à vous marier, à avoir des enfants, c'est fini. Là, vous devenez immigré professionnel. D'accord. Donc, moi, c'est pas que je savais ça, mais je voulais rentrer au pays. Pour moi, c'était le pays. Je n'ai jamais pensé un seul instant rester ici. D'accord. Tu es rentré au pays vers les années 2000. On sait que ton papa, Joseph Mara, que tu ne parles pas trop d'ailleurs, était un homme public. Mhm. Est-ce que vous avez eu des discussions qui a conduit le fait que tu es rentré tout de suite dans la vie politique ou d'où venait le... Non, pourquoi je ne parle pas beaucoup de mon père? Parce que je ne l'ai pas beaucoup connu. D'accord. Mon père était membre du CMLN, donc le comité militaire qui a fait le coup d'État de 1968. Il était ministre de la Justice de 69 à 78. Il a fait quand même presque 10 ans ministre de la Justice au Mali. Il était maire de Kati. Et il a été arrêté en 78. 78, moi j'avais 3 ans. Et quand il a été libéré en 84, 6 ans plus tard, il a été obligé d'aller en exil parce que c'était le régime de Moussa Traoré. Et c'est quand Moussa Traoré est tombé en 91 qu'il est rentré au pays. Sauf que moi, je suis venu en France en octobre 92. Donc, on n'a fait que quelques mois ensemble quand il est rentré au pays. Après, je ne le voyais que quand j'allais en congé au Mali, en 93, 94, 95, 96. J'ai commencé à travailler en 97 et lui, il est décédé en novembre 97. Donc, j'ai passé très peu de temps avec lui. C'est pourquoi je ne parle pas beaucoup de lui. Mais j'ai quand même eu beaucoup de temps de discuter de politique, d'histoire, parce que bon, il voulait vraiment partager beaucoup de choses avec moi et à m'intéresser à ces choses-là avec lui. On avait même un projet que j'écrive un mémoire, ses mémoires. Je trouvais que moi, même si j'étais jeune, j'étais beaucoup plus sage que lui. D'ailleurs, mon père, il m'appelait le jeune vieux. D'accord. Et il s'appelait lui le vieux jeune. Il est vieux, mais il est jeune dans sa tête. Mais moi, je suis jeune, mais je suis vieux dans ma tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour témoigner cela? Ah non, il n'y a personne. Il y a juste Donc, ça reste une commission. Il y a juste les discussions entre lui et moi. Ok. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne parle pas beaucoup de lui. Il n'a pas beaucoup compté dans mes choix. Hein. J'ai décidé de venir ici. Mes parents, ma mère en l'occurrence, m'a aidé. Je voulais faire économie. Mais comme je me suis pris en retard, ma tante, chez qui j'ai vécu ici, m'a dit « Ok, il n'y a pas de place à l'université, on va te mettre en comptabilité. » Et là, la comptabilité a une très mauvaise image dans notre pays, le con derrière la table. Donc moi, j'ai dit « Oh là là, je vais faire comptabilité alors que je vais être un grand économiste. » Et ma référence, c'était Younousi Touré. Younousi Touré était premier ministre du Mali à l'époque, c'était le premier ministre de Alpha. Je voulais faire comme lui, il était banque centrale, tout ça. Je dis, ben moi, je vais faire banque centrale, je vais faire ci. Et on m'envoie pour être con derrière la table. Il dit, bon, ok, je vais le faire 1 an. Mais aujourd'hui, ça vient ce titre. Ah non, c'est clair. Si je suis ce que je suis, c'est parce que je suis expert comptable. Okay. Même la politique, hein, mais beaucoup de choses que j'ai posées en politique, c'est parce que je suis expert comptable. Le réflexe, l'organisation, le sens de la rigueur, tout ça. C'est la comptabilité qui me l'a appris. Donc, le hasard fait souvent bien les choses. D'accord. Donc, tu fais bien ton empreinte politique dans la vie politique en devenant maire en 2009 dans ta commune. Après des péripéties extraordinaires. Les péripéties, si tu veux bien nous raconter, on est preneur. Donc là, c'est ce moment qui a vraiment marqué ta vie politique. Oui. Donc, est-ce que tu veux bien nous raconter comment tu as battu campagne à cette époque? Tu étais très très jeune. Oui. Et pour mener à bien cette campagne. Non, d'abord, je pense qu'il faut qu'on vienne au début du commencement. Bah, vas-y. En fait, comme je l'ai dit, moi, j'ai grandi avec ça en moi. C'est moi, je veux aider, je veux servir. Et ma grand-mère aussi qui m'a élevé, c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Ma grand-mère m'a passé plus de temps avec moi que ma propre mère qui était tout le temps en train de voyager parce qu'elle est commerçante, tout ça. D'accord. Ma grand-mère m'a toujours dit, la seule valeur pour un être humain,
c'est ce qu'il a fait pour les autres. En fait, c'est ça ta valeur. Et donc, tu es grand à la hauteur de ce que tu as fait pour les autres. J'ai grandi avec cette idée. Ma grand-mère, tu pouvais lui donner 100 000 francs le matin et le soir, elle n'avait rien, parce qu'elle donnait tout le temps. Moi, j'ai grandi un peu avec cette idée-là. Et donc, aider les gens, c'est ma vocation. Quand je suis rentré au pays en 97, j'ai commencé à travailler. J'ai dit, bon, je vais attendre de m'établir, de stabiliser ma situation et ensuite, je me mets à aider les gens. Je crée des associations, je travaille dans mon entourage. J'ai commencé ça en 99, 2000, 2001. Et à partir de 2002, je me suis dit, la meilleure façon d'aider, c'est d'aller en politique. Et donc, j'ai décidé d'adhérer au parti ADEMA. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais moi, ILMA, c'est récent. C'est récent, c'est beaucoup plus tard. Et donc, je suis allé dans le parti ADEMA, mais au niveau du quartier, pas au niveau national, au niveau du quartier. C'est après 2 ans dans le parti ADEMA que je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, le sens de l'organisation, la transparence, la rigueur, c'était pas vraiment ça dans le parti. J'ai dit, bon, je vais quitter le parti ADEMA, mais je reste association. Donc, on a travaillé dans le monde associatif, dans la commune 4, aider les jeunes, les femmes, tout ça. Et en 2004, on a dit, tiens, on va essayer de briguer la mairie de notre commune en indépendant. Les politiciens très expérimentés du coin, là, ils se sont débrouillés pour éliminer notre liste aux élections. On n'est pas allé aux élections, c'est le tribunal qui nous a éliminés. D'accord. Donc, ça, on a... Mais c'était sur quel motif? Oh, il y a quelqu'un qui est... En fait, qu'on nous a envoyé, qui est venu dans notre groupe. Comme on était indépendant, on n'était pas très, très bien organisé. Et on l'a mis sur la liste. Et au Mali, c'est encore le cas aujourd'hui, on ne peut être éligible que si on est électeur. C'est-à-dire, si tu n'es pas sur la liste électorale, tu ne peux pas être éligible. Donc, ils ont attaqué notre liste en disant que celui-là n'est pas sur la liste électorale. Et celui-là lui-même est allé au tribunal de reconnaître qu'il n'est pas sur la liste électorale. Donc, tu vois, ça, c'est en fait, c'est les stratégies des vieux renards de la politique. Nous, comme on était des jeunes chiens fous, là, on n'a pas vu venir ça. Okay. On a été éliminés, mais on a retenu la leçon. C'était pour le compte de l'expérience. Ça, c'est la particularité de l'expert comptable. On a retenu la leçon. 2007, c'est là où il y a vraiment ma naissance politique. Parce que 2007, j'ai été candidat pour être député de la commune 4. 2007, j'avais 32 ans. Et j'avais comme adversaire Ibeka. Ibeka qui était ancien premier ministre, président de l'Assemblée nationale sortant. Il venait d'être le deuxième à l'élection présidentielle face à Atete Doy, un grand patron de la politique nationale, 30 ans de plus que moi. Il avait 62 ans, moi j'avais 32 ans. Il était président du parti RPM quand nous on était indépendants. Donc c'était vraiment David contre Goliath. Et on va aux élections. Ibeka, il ne fait même pas campagne au premier tour. Tellement il est sûr de gagner les élections. Le soir du premier tour, paf, Ibeka premier 31%, Moussa Mara deuxième 30%. C'est ma véritable naissance politique au Mali. Tout le pays a dit, mais c'est quoi ça? Comment se fait-il qu'un jeune indépendant que personne ne connaît, il arrive à mettre en ballottage le grand Ibeka? Donc la classe politique s'est mise en branle pour soutenir Ibeka. Ils ont fait des efforts. Finalement, ils sont tous mis ensemble. Ibeka, il a gagné au deuxième tour, mais avec 51 contre 49. Donc tout le monde a dit, ah, ces jeunes-là, il faut suivre. Donc c'était vraiment de plus. C'était notre naissance. Donc là, on arrive maintenant en 2009, élection communale de nouveau. Là, on se présente. Les mêmes gens, ils nous attaquent au tribunal. Mais on a retenu la leçon, donc ils n'ont pas pu nous éliminer. On est allé aux élections, on a gagné les élections. C'est là où je suis devenu maire, à 34 ans, maire de la commune 4, en tant qu'indépendant. Mais ils n'ont pas arrêté là. Hein. Les politiciens, ils ont attaqué les élections. Et on a annulé les élections. On a repris les élections. D'accord. Je les ai encore plus frappés que quand je suis devenu maire pour la première fois. Parce que la première fois, on a eu 14 conseillers sur 41. Mais la deuxième fois, on a eu 19 sur 41. Presque la majorité tout seul. D'accord. Encore aujourd'hui, personne n'a fait ça. Hein? Encore aujourd'hui, personne n'a fait ça dans notre commune. Donc, c'est là où je deviens maire de la commune 4 indépendant, 2009. Et c'est là où on commence vraiment à révolutionner les choses. Parce qu'on a fait des choses, déclaration de patrimoine. Personne n'avait jamais vu
un leader politique malien sortir et dire voilà ce que j'ai. Personne ne l'a jamais fait après d'ailleurs. Et quand j'ai fait cette déclaration de patrimoine, j'ai vu dans la presse les gens dire ah Mara, il veut montrer qu'il est riche, il veut montrer qu'il a de l'argent, il veut montrer que alors que la dynamique c'était vraiment une démarche de bonne gouvernance, de transparence que je continue encore aujourd'hui. Donc ce sont les péripéties qui nous ont amenés à la mairie de la commune 4. Et on continue, on commence à travailler. Les gens ne voyaient que moi comme maire. On aurait dit qu'il n'y avait qu'un seul maire au Mali, parce que tous les jours, on faisait quelque chose de nouveau. C'est là où on a fait la charte des usagers, où on a recensé l'ensemble des services que la mairie rend dans un document. Et devant chaque service, on a mis le temps que le service prend et le coût du service. Donc, toute la population savait à l'avance, au moment où ils viennent à la mairie, s'ils cherchent un acte de naissance, ça prend une matinée et ça coûte 100 francs. Du coup, la corruption, elle disparaît. Parce que la corruption, elle est issue de l'ignorance des usagers. Parfois aussi. Voilà. Et puis de dire, allez-y, revenez demain. Donc finalement, les gens finissent par payer de l'argent pour ne pas revenir demain. Mais nous, on dit par avance, le service qui prend une matinée, une journée, 2 jours, 3 jours, tout est connu par avance. Et ça a fait beaucoup de choses. J'ai diminué les impôts des artisans. On a augmenté les ressources de la mairie parce qu'il y a beaucoup d'agents de la mairie qui étaient corrompus, qui prenaient de l'argent avec les artisans. J'ai même l'exemple de cet agent qui était payé 80 000 francs par mois et qui avait une villa dans la CI. 80 000 francs CFA. Comment on peut faire une villa dans la CI s'il n'est pas corrompu? Est-ce qu'il n'a pas eu bien avant? On a dégagé... Non, c'est l'argent de la corruption. On a dégagé tous ces gens. On a diminué les impôts des artisans et on a augmenté les ressources de la mairie. Donc on a fait des choses extraordinaires. Le foncier... Beaucoup de gens étaient dans les litiges fonciers, dans les détournements des terrains. On a donné les terrains aux gens qui le méritent. On a retiré aux gens qui ne le méritent pas. On a eu une cascade de procès au tribunal parce qu'on a retiré des terrains à des gens qui ne le méritaient pas. On a donné à des gens. Mais c'est la période politique de mon parcours dont je suis le plus fier. D'accord. Parce que c'est là où j'étais le vrai patron. Le maire est le vrai patron. Le ministre ne l'est pas. Le ministre, il a 2 patrons. Le premier ministre, il a un patron. Mais le maire, il est le vrai patron. Il est le président de la République de sa commune. Donc, c'est là où on a fait vraiment de très bonnes choses. Et on arrive en 2013. Ibeka devient président de la République. Ibeka, il m'appelle. Il me dit, bon, fiston, c'est le meilleur maire de notre pays. Donc, je te mets ministre de l'urbanisme et de la ville pour que tu fasses la même chose ailleurs que ce que tu as fait en commune 4. Mais bien avant ça, tu t'étais présenté à l'élection présidentielle de 2013. Oui, et tu finis ma première fois. Oh, exactement. Et tu finis 11e avec 1,5%. Exact. Si j'ai bonne mémoire. Est-ce que tu peux nous rappeler, parce qu'il y a des maires qui passent, qui font leur mandat de maire sans vouloir ambitionner d'être président de la République, et vice versa aussi. Mais toi, tu as été maire et tu as voulu avoir plus d'ambition pour être président de la République. Donc, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? D'abord, la création de Yelema entre-temps. D'accord. Yelema, on l'a créé en 2010. Un certain nombre de candidats indépendants, des jeunes qui veulent faire de la politique, qui se sont réunis autour de moi et on a créé le parti. Et pour la petite histoire, ni l'idée de créer Yelema, ni les noms Yelema ne sont de moi. C'est d'autres personnes. Moi, je suis entré dans le mouvement comme d'autres et puis bon, je me suis retrouvé à la tête du parti. Et donc, on a dit très rapidement, comme on a créé un parti en 2010, en 2010-2011, on a implanté le parti partout, on a dit on va se mesurer, on va connaître notre poids, on va aller aux élections. On savait qu'on n'allait pas être élu président, hein. On dit on va connaître notre poids. Et c'est la raison principale pour laquelle nous sommes allés aux élections de 2012 qui ont eu lieu en 2013 et que nous avons été 11e avec 1,5%. On a été 11e. Ce qu'on retient, c'est 11e, c'est pas 1,5%. C'est les deux en même temps. On a été 11e sur 24. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on a dépassé plus que ceux qui nous ont dépassés. Et puis pour la première fois. Et pour la première fois. Exactement. Mais qu'est-ce qui freine cette ambition en 2018? Parce qu'on a vu 2018, ça, c'est une très bonne question. Tu as retiré ta candidature au détriment de Cheikh Modibo Diarra. Donc qu'est-ce qu'il y a? Plusieurs choses. Et quand moi je suis sorti de la primature en 2015,
mon histoire d'amour avec Ibeka s'est arrêtée là. On va revenir encore. Oui, parce que contrairement à ce que beaucoup de personnes ont dit, quand on est sorti des élections 2007, Ibeka est sorti des élections 2007 avec la plus grande admiration pour moi. Il n'a pas du tout retenu que celui-là, il a failli me battre, donc c'est mon ennemi. Non. Il a dit, celui-là, c'est mon fils. Il a l'âge de mon fils, 30 ans de différence. Et il est indépendant. Donc, qu'il arrive à faire ce qu'il a fait, c'est ce qui a suscité son admiration. Donc, de 2007 jusqu'en 2015, entente parfaite. À la preuve, j'ai été son ministre et son premier ministre. Exactement. Sans être de son parti, pour dire vraiment son soutien à mon égard. Donc, je sors de la primature en 2015. L'histoire d'amour avec Ibeka s'arrête. L'entourage de Ibeka le convainc qu'il a créé un monstre. Et que moi, je vais vraiment briguer la présidence en 2018. Et à la différence de 2012, c'est que je suis ancien premier ministre connu partout dans le pays. Et en 2007, j'ai failli le battre. Donc, ça va être compliqué. Et donc, là, toute la majorité crée vraiment de l'animosité à mon égard. Mais nous sommes restés dans la majorité jusqu'en 2017. C'est en 2017 qu'au niveau du parti Yelema, à la suite de notre congrès, que nous avons dit vraiment la majorité a atteint sa limite, Ibeka a atteint sa limite. Donc on sort de la majorité, on s'inscrit dans une dynamique, il faut un vrai changement au Mali. Donc il ne faut pas qu'Ibeka soit réélu en 2018. Maintenant, la différence que nous on a par rapport à d'autres de l'opposition, c'est que nous on a dit au même moment, ce n'est pas Ibeka la solution du Mali, mais ce n'est pas Soumaïla Cissé non plus la solution. Parce que Ibeka et Soumaïla, c'est la même extraction. C'est ce que nous avions dit. Nous voulons autre chose. C'est les mêmes adémas, voilà. Nous voulons autre chose. Depuis 2017, nous nous sommes inscrits dans la démarche de chercher une alternative à Ibeka et à Soumaïla. C'est dans ce sens que, en fin 2017, il y a eu le congrès de Yelema. Et dans ce congrès, nous avons dit dans les résolutions, le parti Yelema va s'inscrire dans la dynamique de chercher le vrai changement, même s'il doit renoncer à sa propre candidature. C'était déjà écrit depuis le congrès de Yelema de novembre 2017. Mais pourquoi Moussa n'était pas le vrai changement? Non, je viens, parce que si vous voulez convaincre les gens qu'il faut vous mettre ensemble, et si vous dites aux gens en même temps, mettez-vous ensemble, mais que ce soit derrière moi, beaucoup de gens ne vont pas vous croire. Exactement. Mais si vous voulez leur donner l'exemple que c'est l'ensemble qui vous intéresse, ce n'est pas forcément qui, là en ce moment, il faut plutôt dire, on va soutenir quelqu'un d'autre que soi-même. Donc nous, on a commencé à réunir toutes les forces du changement, c'est-à-dire toutes les candidatures qui nous semblaient porteuses du changement. Il y a Cheikh Modibo Diarra, il y a Modibo Sidibé, il y a Aliou Boubacar Diallo, il y a Hussein Amion Guindo Poulo, il y a beaucoup d'autres. On était 11 ou 12. On s'est réunis de décembre 2017 à fin janvier 2018 pour choisir un. On n'a pas pu s'entendre. Chacun veut être candidat. Comme on n'a pas pu s'entendre, on a dit, bon, vraiment, si nous, ce groupe-là, on ne s'entend pas, les élections sont jouées d'avance. Ibeka et Soumaïla vont être au deuxième tour. Ibeka va gagner. Mais nous, quand même, pour montrer que nous voulons le changement, nous avons eu un débat interne à Yelema. On a dit, il faut que nous, on soutienne un candidat pour montrer que nous voulions le vrai changement. Et il faut qu'on prenne date. Parce que les élections sont déjà jouées de toute façon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le futur. Prenons date en montrant que nous sommes capables de sacrifice. Demain, ça va nous être profitable. Et ensuite, il y a beaucoup de gens qui disaient au Mali, Mara, s'il n'est pas à la tête de quelque chose, il ne va pas participer à ça. Donc, grâce au soutien à Cheikh Modibo Diarra, on a fait d'une pierre plusieurs coups. D'abord, on a montré qu'on veut le changement. On a montré qu'on est capable de désintéressement. On a montré qu'on n'est pas, monsieur, je sais tout, je dois toujours diriger. Voilà les raisons pour lesquelles on a soutenu Cheikh. Ok. Donc là, on va rétrograder encore, on revient en arrière.
Donc 2013, on a fini les élections. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait, comme tu l'as si bien dit, de l'amour pour toi, t'a appelé De l'admiration. de l'admiration. Bon, comme tu as dit que l'amour c'est fini. Voilà, l'histoire d'amour est terminée en 2015. Donc du coup, voilà, on va parler d'amour plutôt. Donc tu deviens ministre de l'urbanisme, puis il te fait encore plus confiance. Tu deviens le 5 avril 2014 le plus jeune premier ministre du Mali. Ouais. D'abord, quel a été le sentiment en tant que plus jeune premier ministre de l'État du Mali? Ça n'a rien changé du tout. En fait, en 2012, je reviens un tout petit peu en arrière. Quand on était en campagne pour les élections, Ibeka déjà m'avait dit ça m'intéresserait que nous fassions alliance. Il avait évoqué aussi le nom même de Cheikh Modibo Diarra, que nous fassions alliance. Si un d'entre nous est au deuxième tour, les autres le soutiennent. Donc, on avait vraiment beaucoup de discussions. Après, les élections n'ont pas eu lieu en 2012. En 2013, il est revenu pour dire la même chose, mais on n'a pas pu faire l'alliance. Par contre, on est allé aux élections. Et il m'a toujours dit, bon, si je suis au deuxième tour, je souhaiterais que vous nous souteniez. Et quand il est allé au deuxième tour, on a eu une réunion au parti, c'était pas moi, hein, on a eu une réunion au parti, et on a décidé de le soutenir. Et on l'a soutenu sans rien demander, on est même allé lui donner de l'argent pour l'aider pour sa campagne. Quand il a été élu, moi, il m'a appelé, il m'a dit, bon, voilà, tu es maire, tu es chi, je veux que tu sois ministre. Le parti avait décidé de le soutenir. Quand vous décidez de soutenir un candidat et qu'il gagne ici, ce candidat vous appelle pour l'aider. Naturellement, vous l'aidez parce que vous l'avez soutenu pour qu'il arrive au pouvoir. Donc, c'est là où j'ai accepté d'être ministre. C'est une mission. Donc, c'est pourquoi quand il m'a appelé pour dire « Je veux que tu sois Premier ministre », c'est naturel. C'est pour l'aider. Moi, c'est vraiment pour l'aider. Ça ne m'a paru ni extraordinaire, ni exceptionnel. C'est vrai que je ne m'y attendais pas parce que je ne suis pas de son parti. Son parti a des cadres et autres, mais il a jugé nécessaire, moi, de m'appeler avec mes 1,5%. D'ailleurs, Maudawa Gassa m'a rappelé ça à l'Assemblée, disant « Oh, toi, tu as fait 1,5% présidentiel. » Je lui ai dit « Oui, mais si tu fais les présidentielles aujourd'hui, je ne ferai pas 1,5%. » Pendant que lui, il était à l'URD. Quand il était à l'URD. Donc, il m'a appelé, c'est vraiment pour ma personne, par rapport à nos liens, et par rapport à ce que je faisais aussi en tant que ministre. Parce qu'en tant que ministre, vraiment, on a fait du bon travail. Et donc, c'est vraiment pour l'aider. Et je lui ai d'ailleurs dit, ce jour-là, le 5 avril, je lui ai dit, je viens pour t'aider. Et le jour où tu voudras que je parte, il ne faut même pas me donner de raison. Il faut juste me dire. Parce que moi, dans ma tête, c'est très clair. Hein, c'est le président qui est élu. Le Premier ministre et les ministres sont ses instruments de travail. Sont ses instruments, ni plus ni moins. Lui, il est élu avec un projet, c'est lui qui va rendre compte au peuple à la fin de son mandat. Nous, on est là pour l'aider à dérouler son programme. Donc, s'il veut changer X ou Y, il n'a pas à donner d'explication. Il te change et il met qui il veut. C'est lui qui rendra compte. Et c'est ce qui fait que, effectivement, le 9 janvier 2015, quand il a voulu que je parte, je lui ai rappelé. J'ai dit, non, tu n'as même pas besoin de me donner des explications. Je vais descendre à la primature, je fais ma lettre de démission, je t'amène, et tu en fais ce que tu veux. Et je reste dans la majorité. C'est pas parce que je suis pas Premier ministre qu'on va quitter la majorité. On va rester dans la majorité. Donc voilà un peu comment les choses se sont faites. Hein. C'est une mission que j'ai acceptée normalement et je l'ai servi loyalement. J'ai fait tout ce que je pouvais pour que ça marche. D'accord. En parlant de rendre compte, finalement, dans ton passage à la primature, il y a deux grands événements qui vont te coller à ta personne et que tu vas rendre compte. Tu l'as plusieurs fois rappelé, ces deux faits. On va commencer d'abord par le cas Kidal. Tu as déjà expliqué, on va pas rentrer là-dedans, mais moi j'aimerais contextualiser. À cette époque, quelle a été la discussion du veille avec le président? Qu'est-ce que vous vous êtes dit pour que Moussa Mara décide de partir à Kidal? Tu as vu déjà, toi, ta question, elle est tendancieuse. Non, c'est pas tendancieuse. Moussa Mara décide de partir à Kidal. Non. Ok. C'est-à-dire Kidal. Est-ce que c'est le président qui a décidé que son premier ministre est à Kidal? C'est le gouvernement en entier, avec le président à sa tête, qui a décidé. La décision de partir à Kidal a été prise en Conseil des ministres. D'accord. D'abord, le premier conseil des ministres de mon gouvernement, le président a dit textuellement, je veux que ce gouvernement soit un gouvernement de terrain,
d'homme d'action. Je veux que vous parcourez le pays, que vous allez partout auprès des Maliens pour les aider, les secourir et les accompagner. Donc, je veux que vous alliez partout. Et quand on a eu les débats sur ma déclaration de politique générale, même l'opposition m'a demandé quand est-ce que vous allez aller à Kidal? Parce qu'en ce moment, c'était vraiment Kidal, on ne peut pas y aller. Tatabli a voulu y aller, son avion n'a pas pu atterrir. Donc, c'était vraiment quelque chose, il faut aller à Kidal pour affirmer la volonté de l'État d'être présent sur le territoire. Donc, on a pris la décision de partir à Kidal. Quand on a pris la décision de partir à Kidal, maintenant, on a engagé les préparatifs et autres. Peut-être qu'on peut entrer dans ce détail-là. Donc, ce n'est pas du tout une décision personnelle du Premier ministre qui a décidé de prendre son sacoche et se lever et dire « Allez, je vais à Kidal ». Non, c'est un gouvernement en entier. Quand je suis allé à Kidal avec 8 ou 9 ministres et un chef de cabinet, donc le tiers de mon gouvernement. Il est clair que ce n'était pas une initiative personnelle. D'accord, mais les discussions d'avant, est-ce que tu as eu des échanges avec le président de la République avant de partir ou ça s'est juste limité au Conseil? Dès que la décision est prise, en ce moment, le gouvernement met en œuvre. Le président, c'est les grandes orientations. La mise en œuvre, on savait que le contexte n'était pas facile. La mise en œuvre, c'était d'abord de nous assurer que sur le plan sécuritaire, il n'y a pas de risque. Pourquoi j'ai demandé au chef d'état-major général des armées, Mahaman Touré, et je rappelle encore qu'il vit encore aujourd'hui. Il dit, Mahaman, on a pris la décision de partir en Kidal, il faut que tu ailles par la route dans la région, que tu tournes et que tu viennes nous dire si les conditions sécuritaires sont réunies ou pas. Il était déjà au nord et puis il a dit, ok, il est parti à Kidal, Tessali, Taoudeni, il a tourné. Pendant 15 jours, il est revenu à Bamako dire, monsieur le Premier ministre, vous pouvez y aller. On va prendre toutes les dispositions, il n'y aura pas de problème. Donc ça, c'est le chef d'état-major général des armées. Et il vit encore. Donc il a même témoigné dans le cadre d'ouvrages sur ce que je viens de dire. Deuxième élément, c'était de rassurer nos partenaires. Parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui étaient engagés dans le processus de Ouagadougou et qui seraient engagés après dans le processus d'Alger, qui s'inquiétaient en disant que, bon, le Premier ministre va à Kidal, mais on voit que le Premier ministre ne parle pas avec les rebelles. Et à eux tous, je leur dis la même chose. Les rebelles que vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans un cessez-le-feu et nous avons signé les accords de Ouagadougou en juillet 2013. On a organisé les élections en septembre 2013. Présidentielle. On a organisé les élections législatives en novembre et décembre 2013. Les rebelles eux-mêmes ont participé aux élections législatives à Kidal et certains d'entre eux sont députés à Bamako représentant Kidal. Donc ça veut dire que eux-mêmes reconnaissent que Kidal fait partie du Mali. Moi, je ne vais pas à Kidal pour les provoquer. Ils ont leurs troupes qui sont sur le terrain, l'armée a ses troupes qui sont sur le terrain, le gouverneur est là-bas, les préfets, les sous-préfets, ils sont tous là-bas. Je ne vais pas pour bousculer l'ordre. Je vais à Kidal en tant que Premier ministre, comme je suis allé à Sikasso, pour m'assurer que les conditions sont réunies pour que l'administration travaille comme il faut. Servir les Kidalois qui sont des Maliens comme les Ségoviens. Exactement. Donc c'est la raison principale. C'est une visite administrative. Renforcer l'administration. Ce n'est pas une provocation, ce n'est pas autre chose. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas leur demander de permission. Plusieurs ambassadeurs sont venus me voir pour me dire « Ah, il aurait fallu peut-être que vous demandez la permission au groupe armé. » J'ai dit non. Les groupes armés sont des Maliens. Ils ont reconnu la malianité de Kidal. Je suis le Premier ministre du Mali. Eux, ils reconnaissent. Pourquoi je vais leur demander de permission pour partir? Je suis sensible aux pertes en vies humaines. Il y a eu des personnes qui sont décédées et qui ne devraient pas être tuées, qui devraient vivre encore aujourd'hui. Je suis sensible à ceux qui ont été blessés et qui portent encore les séquelles. Je connais des personnes qui étaient à Kidal qui portent encore les séquelles de leurs blessures aujourd'hui. Je le regrette en tant qu'être humain et je présente les condoléances à toutes les familles qui ont été éplorées par la perte d'êtres chers dans le cadre de notre visite et évidemment mes amitiés et ma solidarité avec tous ceux qui portent dans leur chair les conséquences de cette visite. Mais en même temps, je suis un soldat au service de la République. Je l'ai toujours dit, tous les Maliens doivent être des soldats au service de leur pays et être prêts à payer le prix fort. Moi, j'aurais pu être tué à Kidal. Tout le monde a vu ce qui s'est passé et j'ai accepté
parce que je pense qu'il était de mon devoir en tant que Premier ministre, en tant que citoyen, de porter le message républicain partout sur le territoire. Donc sur cela, évidemment, demain, si je devais être amené à mener une mission de ce type, je le ferais parce qu'il s'agit d'une mission au service du pays. D'accord. Enfin, la deuxième chose, pardon, qui est l'achat de l'avion. Ça, je crois aussi, tu t'es répété en boucle là-dessus. Oui. La question que moi, j'aimerais commencer, est-ce que l'avion a été acheté au moment que toi, tu étais à la primature? Tu es venu trouver que l'avion a été acheté. C'est ça la question préjudicielle. C'est que cet avion a été acheté à la fin de l'année 2013. Décembre 2013. Mais l'avion est arrivé au Mali 2 jours après ma nomination en tant que Premier ministre. Donc les Maliens ont vu l'avion quand j'étais Premier ministre. Et il y a eu le débat à l'Assemblée nationale à la suite de ça. Donc c'est pourquoi un peu l'avion est collé à mon nom. Sinon quand on regarde les personnes qui ont été inculpées, qui sont poursuivies dans le cadre de ce dossier, moi je ne suis pas dedans. Récemment, j'ai été entendu en tant que témoin. Et si je suis assis devant toi aujourd'hui, c'est que je ne suis pas concerné par le dossier. Donc, c'est simplement un concours de circonstances. Et il faut aussi le dire, beaucoup de personnes qui ont été impliquées dans ce dossier ont dérivé l'attention sur ma personne. Parce que moi, j'ai été celui qui, à l'Assemblée nationale, a expliqué, a justifié de manière énergique, comme si c'est moi qui ai acheté l'avion, ou même comme si l'avion m'appartenait à moi. Donc, il y a eu beaucoup d'anecdotes à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, j'ai porté un peu ce fardeau, mais je crois que tout le monde comprend en réalité que c'est vraiment un procès politique qu'on m'a fait pendant ces années-là. D'accord. Donc, en même temps de ton parcours politique, tu écris. Tu as 5 ouvrages en ton nom. 9 en tout. Je connais 5. Ouais, je connais 5. D'accord. Donc, du coup, première question que j'aimerais te poser, comment, avec toutes ces activités que tu enchaînes au quotidien, tu arrives à te dégager le temps pour écrire? Oui, surtout pour un comptable. Exactement. Quelqu'un qui est un homme de chiffres. Non, c'est simplement, là aussi, moi, j'écris par devoir. Après, j'aime bien écrire, mais j'écris par devoir. J'ai dit tout à l'heure que l'essence même de mon existence, c'est d'aider. Et aider, c'est aussi partager ce qu'on sait. La meilleure manière de partager ce qu'on sait, c'est d'écrire. Parce que ça reste. Donc, j'ai commencé par écrire des articles dans la presse. Après, ces articles, je les ai mis ensemble pour faire mon premier ouvrage, 2006, pour un Mali meilleur. Après, je me suis rendu compte, dans le cadre de ma mission d'expert comptable, que l'État a des grandes difficultés. Et donc, j'ai écrit 2 livres sur l'État. Le premier, c'est la présentation et le diagnostic. Ça, ce livre, c'est le livre qui m'a le plus fait souffrir. Pour écrire ce livre, j'ai dû, de mémoire, lire au moins 150 livres moi-même. D'accord. Donc, c'est toi-même qui écris tes ouvrages ou C'est moi-même qui écris de la première ligne à la dernière ligne mes livres. Et donc, j'ai lu plus d'une centaine de livres. J'ai lu des milliers de lois depuis la colonisation, parce que c'est un livre de présentation de l'État sur une longue période. Et ça m'a pris 3 ans. Après, le deuxième livre en rapport avec l'État, ça, c'est les pistes d'amélioration. Celui-là est plus volumineux, mais comme il est sorti de moi, celui-là, il m'a pris moins d'1 année. Parce que ça, c'est une sorte de programme que j'ai rédigé. C'est après ça, maintenant, je suis devenu ministre, Premier ministre. Et à la sortie de la primature, maintenant, j'ai écrit le livre sur la jeunesse, en 2015, qui est donc le 4e, qui est paru en 2016. Et après, maintenant, il y a eu les livres sur le Mali entre vents et marées. Il y en a eu 2, tome 1 et tome 2. Et après, le livre sur la culture. Exactement. Moi, j'aimerais revenir sur deux livres, notamment celui de la jeunesse. Le titre de l'ouvrage, Jeunesse africaine, le grand défi à relever. Donc, ça a été paru en 2016. Pourquoi il était important pour toi d'écrire sur la jeunesse? Parce que c'est notre avenir. Et je pense que c'est mon livre le plus important. Pourquoi? Parce que et pour le Mali et pour l'Afrique, la jeunesse sera la clé. De notre capacité à éduquer les jeunes, de notre capacité à leur trouver de l'emploi, de notre capacité à leur tracer des perspectives dépendra notre avenir. En termes de pays stables ou pas, en termes de pays en sécurité ou pas. Aujourd'hui, les jeunes sont ceux qui sont et dans la rébellion et dans le terrorisme. La majeure partie des terroristes, ce sont des jeunes. Donc, il faut que nous fassions de la jeunesse une opportunité, un levier de développement, plutôt qu'une massue sur nos populations. Ça va dépendre de notre capacité
à la soigner, à l'éduquer, à lui inculquer des valeurs, à lui trouver de l'emploi et à lui tracer des perspectives. C'est indéniable. L'Afrique est un continent jeune. Le Mali, les jeunes représentent 75% de la population. Donc, il faut que nous fassions de la jeunesse notre priorité et que nous associons la jeunesse à tous ces chantiers-là. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, il faut qu'on écrive un livre sur la jeunesse africaine. D'accord. Le second livre sur lequel je vais te poser la question, c'est Cultivons nos Afriques, qui est paru en 2021. Donc, tu parles beaucoup de la culture. Selon toi, comment nos cultures peuvent nous aider à construire des États forts en Afrique? Si tu regardes le monde tel qu'il arrive, ça va être un monde où les biens matériels seront accessibles aisément. Ça va être un monde, je pense, où la technologie va nous permettre de régler l'essentiel de nos problèmes matériels. Avec de l'IA. Problème de l'IA aujourd'hui, et hier, les ordinateurs en très grande capacité, les smartphones, beaucoup de choses. Mais aussi l'industrialisation, la productivité. Je pense qu'on va arriver à un moment où les hommes, de manière générale, arriveront à régler leurs problèmes de santé, leurs problèmes de nourriture, leurs problèmes d'éducation, leurs problèmes de biens matériels. Mais l'homme est un éternel insatisfait. Quand les hommes auront réglé leurs problèmes matériels, ce seront les problèmes spirituels, ce seront les problèmes intellectuels qui resteront. C'est la culture qui permet de régler ces problèmes. Donc c'est pourquoi je pense que notre continent a une carte à jouer dans le monde tel qu'il s'annonce. Et cette carte, nous devons la jouer en misant fondamentalement sur la culture. Et au sein de notre continent, il y a un pays qui se distingue par sa richesse culturelle, c'est le Mali. Demain, la place de l'Afrique sera déterminée par notre capacité à utiliser notre culture comme levier pour donner du sens aux hommes. C'est le mot. Quand un homme mange à sa faim, arrive à se vêtir, arrive à régler ses problèmes matériels, il a besoin de donner du sens à son existence. Et c'est la culture qui permet de donner du sens à son existence. Donc, il y a de l'avenir pour le continent africain et il y a de l'avenir pour le Mali, mais ne nous arrêtons pas là. Utilisons la culture comme effet de levier. Aidons les acteurs culturels. Organisons de véritables industries culturelles. Trouvons le financement pour la culture. Faisons que les États jouent un rôle clé au sein de ça. Et là, si on y arrive, il y aura de la place pour l'Afrique dans le 21e et dans le 22e siècle. D'accord. Il y a, dans ces derniers jours, il y a une prise de position que tu as fait récemment qui est de dialoguer avec le rebelle. Aujourd'hui, comment toi tu définis cette discussion avec les groupes armés au nord du Mali? Première chose, les groupes armés sont tous aujourd'hui des Maliens. Donc je suis un Malien et ce sont des Maliens. Ils sont sur notre territoire, ils ont un agenda malien. Je pense qu'il doit y avoir de la place à ce que tous les Maliens, quelle que soit leur motivation ou leur engagement violent ou non, puissent se trouver et discuter sur qu'est-ce qu'on fera de ce territoire que nous avons hérité de nos ancêtres. Moi, je pense. Maintenant, comment ça peut se passer? Il y a plusieurs possibilités. Alors, je l'ai dit tout à l'heure dans des discussions que j'ai eues avec la communauté. Première possibilité, discussion avec les leaders. Et les leaders en la matière, il y en a un, c'est Yada Gali. Yada Gali, c'est un ancien consul de l'État malien en Arabie Saoudite. Il a été négociateur dans le cadre des accords de Tamanrasset. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas été terroriste toute sa vie. Il a été dans l'État malien. Et il a dit lui-même qu'il est prêt à négocier à condition que le Mali vire la France. Et je crois que le Mali a viré la France. Donc, il y a une possibilité d'ouvrir des discussions avec lui qui peuvent être facilitées d'ailleurs par les pays du Golfe, par l'organisation de la conférence islamique, je le pense. Ça, c'est une piste. Deuxième piste, les discussions que nous sommes déjà en train de faire sur le terrain, mais sans l'État. C'est les Maliens qui sont en train de négocier aujourd'hui. Vous avez tel village qui est sous embargo, qui va aller voir les terroristes pour dire que, OK, nous allons faire en sorte que tout se passe bien, vous dites ce que vous voulez, on fait un ordre et nous, on continue à vivre. Boni était sous embargo pendant 1 an. Ce sont les gens de Boni qui sont allés voir les terroristes. Boni a été libéré, il n'y a pas eu un seul coup de feu qui a été tiré. Donc, ce genre de discussions, on peut les multiplier sur le territoire qui peuvent amener les Maliens, en se parlant, à définir des ordres sociopolitiques et l'État peut faciliter et accompagner. Si l'État veut, c'est le plus difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, l'État ne veut pas. Si l'État veut, je pense que c'est possible.
D'accord. Avec tout ça, on voit que de par tes prises de position, il y a des insultes sur les réseaux sociaux partout. Donc, est-ce que la question que j'aimerais te poser, parce que Lamine Camara, comme je te le disais tantôt, il m'a dit que la politique était cruelle. J'aimerais te demander si tu partages l'avis, mais aussi, est-ce que tu reçois d'autres formes de menaces plus graves? Est-ce que ce qu'on voit de l'homme politique dans la vie politique malienne, est-ce que ça, c'est juste la partie immergée de l'iceberg? Moi, je suis en politique depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde est au courant de beaucoup de choses. Mais les insultes contre moi n'ont pas commencé aujourd'hui, quoi. C'est que j'ai été insulté dans ma commune. On m'a jeté des cailloux dans ma commune 2003-2004. Donc, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude. Et d'ailleurs, je pense que quand on t'insulte, comme on dit, quoi, quand vous voyez l'arbre fruitier, là, c'est les fruits les plus jolis, là, à qui on jette les cailloux. Si on t'insulte, ça veut dire que tu es dans la bonne direction. Quelque part, c'est bon signe. Et les insultes, c'est l'arme des faibles. C'est les gens qui n'ont pas d'argument qui insultent. Donc tout ça, en fait, ça veut dire, ceux qui insultent aujourd'hui, ils sont en perte de vitesse. Ils sont peut-être dans leur dernier retranchement. Vraiment, c'est pas des choses qui me touchent parce que j'ai l'habitude. C'est regrettable. Parce que j'aurais préféré d'avoir un débat sur des thèmes, discuter de projets, de programmes. Mais si les gens n'ont que les insultes à leur bouche, bon, c'est bien que bien leur en fasse, quoi. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais est-ce que la politique, elle est cruelle? La politique, c'est une formidable opportunité. Moi, je préfère retenir le côté positif de la politique. Un moyen par lequel on peut agir sur la destinée de millions et de milliards de personnes. C'est quand même un privilège. Donc, ceux qui ont ce privilège-là, il ne faut pas qu'ils se plaignent de la cruauté de la politique. C'est ce qui va épicer la sauce. D'accord. Mais est-ce que dans la politique malienne, il y a d'autres formes de menaces plus graves? Est-ce que quelle est la plus... Non, personnellement, je n'ai pas reçu de menace où quelqu'un m'appelle pour me menacer. De temps en temps, je reçois des emails où les gens m'insultent. Avec certains, je discute et j'arrive à les convaincre et puis finalement, ils me présentent leurs excuses. Parce que beaucoup de gens vous insultent de bonne foi. D'accord. Ils savent pas, ils sont ignorants, on les a intoxiqués. Mais si tu prends le temps de discuter avec eux par email, par WhatsApp ou de visu et que tu leur expliques, s'ils sont de bonne foi, ils arrivent tout de suite à comprendre que ils étaient dans l'erreur. Ça, il m'arrive de le faire très très régulièrement. Je suis assez accessible, mais je n'ai pas reçu de menaces en tant que telle. D'accord. Toi, dans ton parcours politique, quelle a été la décision la plus difficile que tu aies prise à nos jours? Waouh! Décision la plus difficile. Bon, je te rassure, je n'ai pas pris de décision pour éliminer physiquement quelqu'un. Ça, je te rassure tout de suite, ça aurait été une décision difficile, mais pas impossible à prendre. Dans l'intérêt public, je n'hésiterai pas à prendre ce genre de décision. Ah ouais. Ah non, dans l'intérêt public, ah non, ça, il n'y a pas de doute. Quand on prend une responsabilité, il faut l'assumer jusqu'au bout et être à hauteur de sa mission. Non, je n'ai pas eu à prendre ce genre de décision jusqu'à présent. Décision difficile. Tout a été facile. Il n'y a pas quelque chose qui me vient à l'esprit. Non, pas que tout a été facile, mais même les décisions qui peuvent avoir comme impact, par exemple, pour quelqu'un de perdre son emploi, étaient motivées, quoi. J'ai dit tout à l'heure que j'avais un agent à la commune 4 qui prenait de l'argent avec les contribuables. Cet agent, le licencier, c'est difficile parce que quelqu'un perd son emploi, mais je le referai tous les jours s'il le faut, parce qu'il en va de l'intérêt de la collectivité. Donc, une décision qui m'a amené, par exemple, à me sentir mal à l'aise, je ne vois pas. Parce que toutes les décisions que j'ai eues à prendre, je les ai mûries, sous-pesées, évaluées, et ensuite, j'ai pris les décisions pour acter. D'accord. Et donc, je ne vois pas de décision qui me créerait un problème de conscience, je vais dire ça comme ça. D'accord, mais le moment le plus important de ta carrière politique? Le moment le plus important de ma carrière politique, je pense que c'est la deuxième victoire à la mairie. Parce que cette élection... pour l'anecdote, on appelle la mairie de la commune 4 la mairie de Mara. La mairie de Mara jusqu'à présent, c'est que
Cette élection-là, c'était une élection à quitte ou double, quoi. C'est que beaucoup de gens disent, oh, Mara, on l'a viré de la mairie, sa carrière est terminée, donc c'est fini, là, c'est le passé. On peut pas faire sortir quelqu'un de la mairie et que la personne rentre. Donc, je jouais au gros et la population a répondu présente et puis bon, nous avons gagné avec beaucoup plus de marge que par le passé. Ça, c'est quelque chose dont je suis particulièrement fier. Moi, je suis généralement fier des élections, pas des nominations. D'accord. Et d'ailleurs, dans ma carrière, je n'ai jamais pensé faire une carrière de nominé, quoi, de ministre ou de premier ministre. Je me voyais toujours maire de la commune 4, éventuellement maire de Bamako, et ainsi de suite. Député aussi, pas trop, parce que bon, un seul député à l'Assemblée nationale avec une centaine d'autres, on n'est pas vraiment impactant. Les mandats exécutifs sont toujours les meilleurs. Parce que là, on fait les choses. Député, on vote des lois que d'autres viennent nous présenter souvent. Ce n'est pas très efficace et contributif. Et le moment le plus attendu de ta carrière politique? Le moment le plus attendu? Bon, on peut dire peut-être les élections législatives, parce que là aussi, je jouais gros en 2020. Encore? Ouais. Tu voudrais briguer un nouveau mandat Non, en 2020, okay. J'ai été élu député. Et les enjeux étaient importants parce que c'était au deuxième tour. Et le régime de Ibeka voulait vraiment me faire battre, quoi. Parce que bon, le mythe comme quoi Mara, on ne peut pas le battre en commune 4, les gens voulaient vraiment mettre ce mythe par terre. Donc, il y a eu une utilisation des centaines de millions. Et beaucoup de gens autour de moi ont commencé à douter. Donc là, c'était des élections les plus challengées, on va dire ça, de notre carrière. Bon, on s'en est sorti. Ok, ben, on arrive à terme de cet épisode. Est-ce que tu as un message de fin pour la jeunesse malienne, aussi de façon générale, la jeunesse africaine et celle de la diaspora? Oui, en fait, la jeunesse tout court, quoi. Je l'ai dit tout à l'heure, notre avenir, c'est la jeunesse. Et je dirais même notre présent. Parce que quand une catégorie de la communauté représente 75% et les majorités, les jeunes sont tout à fait capables d'assumer des responsabilités. Notre pays a été plein d'erreurs à porter à tous les postes de responsabilité des jeunes très tôt. Modibo Keïta a été président de la République du Mali, il avait 43 ans. Moussa Traoré, c'était 36 ans. ATT, c'était 43 ans la première fois et ensuite 53 ans la deuxième fois. Et Alpha Omar Konaré, c'était 47 ans. Donc, tous, c'était moins de 50 ans quand même. Tu as retenu tout ça? Oui, bien sûr. C'est pour dire en fait que, et en élection et en coup d'État, même ceux qui sont là aujourd'hui, Assimi Goïta et autres, c'est des jeunes. Ils n'ont pas 50 ans. Exactement. Donc, notre pays a donné sa chance aux jeunes. Moi, j'ai été Premier ministre à 39 ans. Il faut qu'on continue à le faire et qu'on continue vraiment dans cette direction. Mais les jeunes eux-mêmes doivent intégrer un certain nombre de choses. Et c'est ça mon message. La première chose, c'est d'apprendre, d'acquérir de la connaissance, d'acquérir de la compétence. C'est ce qui fait la différence. Donc, s'instruire, aller à l'école et essayer de faire les meilleures études possibles. Avoir une grande capacité de travail, parce que même si on n'a pas la chance d'avoir un diplôme, si on travaille beaucoup par la formation professionnelle, par beaucoup de choses, on peut quand même s'en sortir. Après, c'était d'être des citoyens. Des citoyens veut dire essayer d'améliorer le quotidien dans son entourage, dans sa famille, dans son village, dans sa ville. Essayer d'être un citoyen actif, contributif. On n'a pas besoin d'argent pour faire ce genre de choses. S'informer par ses propres moyens. Ne pas simplement dire celui-là m'a dit ça, c'est vrai. Non, s'informer par ses propres moyens. Confirmer plusieurs fois les informations qu'on reçoit avant d'y croire, ça aide à être des citoyens actifs. Je crois que le jeune qui a ce parcours et qui a un grand courage, une grande capacité de travail, il va être un des supports de sa collectivité. Et donc, plus les jeunes Maliens sont nombreux dans cette direction, mieux c'est. Plus les jeunes Africains sont nombreux dans cette direction, mieux c'est. C'est tout le mal que je leur souhaite. C'était pour vous le Djanjo de Moussa Mara. Si c'est ta première fois dans ce podcast, n'oublie pas de liker, de partager, de nous donner ton avis en commentaire et beaucoup de partager. Ça nous fera plus de bien et de pouvoir vous apporter des invités de qualité. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous et à très très bientôt.